Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 138. Salut Swan. Salut Rohan, bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, bonne année. Et oui, bonne année à toutes et à tous. On espère que vous passerez l'année en notre compagnie. D'ailleurs, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si cette émission vous plaît. Émission un peu plus light parce qu'on est en début d'année. Alors je sais qu'on a été absent 2 semaines. Mais il ne se passe pas grand chose en vérité. Il y a des petites nouveautés, il y a des jeux, tous les jeux dont on va parler ce soir, on n'en a jamais parlé donc c'est bien. Mais le nombre de contributeurs est très faible parce que c'est le début d'année et que les gros trucs sont pas encore arrivés. Donc on va se limiter à un top 5 cette semaine. Ouais, Voilà. c'est ce que j'appelle une émission gueule de bois. Je trouve Oui. que ça va bien, tu vois. On reprend en douceur. Exactement. Doucement. On va faire un top 5 et il va y avoir 2 nouveautés. Voilà, donc c'est une émission qui va être un peu plus courte, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va reprendre notre rythme de croisière parce que il y a beaucoup de trucs qui vont arriver là. Beaucoup. Alors du coup, 5e position, directement. Hunted, Kobayashi Tower sur GameFound, avec 569 contributeurs. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on fait un top 5, parce qu'on commence à 569 contributeurs. Donc vous imaginez le reste. 9727 €. Eh bien, là c'est du jeu purement solo, c'est très indé, et c'est Die Hard. Oui, totalement. Bah, d'ailleurs, Le premier, tout dans le titre, voilà, Kobayashi Tower, vous devez sauver votre femme qui a été prise en otage par des terroristes. Voilà, ils ont même joué la carte jusqu'à aller prendre une vieille boîte de VHS, tu sais, pour donner un côté un peu vieux. Ah, vous savez plus ce que c'est, vous les jeunes, hein, les VHS. Les VHS, à mon avis, personne ne connaît là. À part les gens de notre âge. Voilà, mais bon, c'est une deuxième édition, hein, c'est un jeu qui avait un peu fait ses preuves. Mais voilà, on est sur vraiment du petit jeu solo. Voilà, c'est fait pour patienter quand vous êtes dans le train ou que vous attendez de manger. Pas un jeu extrêmement complexe. Hein. D'ailleurs, la campagne est relativement simple aussi. Hein. Il n'y a pas énormément de choses à découvrir. Il y a quand même, ils ont pris le temps de faire quelques petites vidéos preview, etc. Mais voilà, en fait, on est beaucoup plus autour d'une précommande. Hein. Ils l'indiquent, ils ont fait un truc. Il n'y a pas de stretch goals, il n'y a pas d'add-on. Enfin voilà, la campagne, elle est juste là, le temps de permettre aux gens en fait d'acheter ce jeu s'ils l'avaient manqué lors de sa première édition. Donc vous allez retourner des cartes, vous avez des cartes avec des lieux, vous avez des cartes événements, vous pouvez tomber sur les terroristes, vous avez votre flingue avec des munitions qui sont symbolisées par des dés, vous avez aussi de l'énergie que vous allez dépenser qui sont également symbolisées par des dés, et donc il va falloir aller sur le toit pour aller dégommer le boss et sauver votre femme. Voilà, donc c'est du jeu rapide, très simple à installer, plutôt je trouve bien illustré, je trouve qu'il y a plutôt une cohérence artistique assez agréable, on va dire. Dans les tons bleus, noirs, très, vitre de gratte-ciel, justement. Je pense que c'est un jeu qui fait le taf. Et il est 5e cette semaine. 4e place, c'est Silver Collector's Edition. On revient sur Kickstarter. 71 000 €, 644 contributeurs. Il est là encore un mois. Donc on va en reparler s'il se maintient dans le top 10. Bah, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Béziers Game, ils ont pas pris de bonnes résolutions hein, pour ce nouvel an. Je pense qu'on est reparti comme l'année dernière hein, sur de la big box, de l'édition collector à gogo. Bon, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'ils font d'habitude. Donc là, l'idée, c'est de regrouper les 6 boîtes qui composent le jeu Silver. Hein. Chaque boîte est indépendante et en fait, vous avez la possibilité de les mixer. Donc, c'est une espèce de mélange entre jeu de pli et loup-garou. Hein. On est vraiment à cheval entre les deux. Bon, après, voilà, l'édition collector est jolie, mais voilà, c'est une campagne qui va être très longue. Je crois pas, il me semble pas avoir vu de VF hein, pour l'instant de prévu sur le jeu. Il y a aussi l'excuse de l'extension, parce qu'ils sortent une nouvelle boîte. Donc en fait, le concept, c'est on est un village et on doit se débarrasser des loups-garous. C'est si possible les envoyer chez le voisin, évidemment. Donc forcément, chaque boîte, c'est des nouveaux personnages ou un nouveau village. Et donc ils peuvent en sortir beaucoup, comme ça, hein, bien sûr. Et là, ils sortent en plus une big box, qui est, ma foi, plutôt jolie d'ailleurs, hein, qui est bien organisée, parce qu'il y a même la place pour les petits playmats, il y a des petits playmats. Oh, ils font du bon boulot là-dessus. C'est bien produit. Hein. Rien à redire. Donc voilà, c'est 4e actuellement du Kick Parade. Bon, avant de passer aux 3 premiers, ça va vite, hein. Ça va vite. 2 nouveautés cette semaine, une sur Kickstarter et une sur GameFound. Alors la première, ça s'appelle
Omerta The Five Families sur Kickstarter. Est-ce que tu te souviens de Scarface 1920 qui était sur GameFound? Oui, bah, ça avait été un sacré succès l'année dernière, il me semble. Exactement. Donc là, Omerta The Five Families, ça reprend un peu le concept, sauf que là, on est à New York, on n'est pas à Chicago. Je pense qu'on doit être dans la même période à peu près. Et vous allez incarner une famille de mafieux, mafia italienne, mafia, la vraie mafia, qui s'est installée à New York. Donc là, on est dans le parrain de Coppola. Et vous allez essayer de fructifier vos affaires louches. Vous pouvez aussi investir dans la pierre de façon totalement légale pour blanchir votre argent, n'est-ce pas? Vous pouvez engager des collaborateurs, vous pouvez engager des gros bras pour aller casser la gueule de vos concurrents. Tout cela en vous répartissant les quartiers de New York avec tout un tas de business à faire. Et tout cela se compte en points de respect. Donc voilà, c'est un peu du déjà vu. Ouais. Après, ça fait déjà vu en un peu moins bien fignolé. Je trouve que la carte, par exemple, elle est très difficilement lisible. Ouais. Je comprends cette volonté de représenter le monde de la nuit, etc., mais finalement, je trouve que, par exemple, ce que Scarface avait fait, c'était je rajoutais un petit côté un peu pulp dans l'ambiance générale, mais il y avait une vraie réflexion autour de l'ergonomie et de la lisibilité du jeu plateau. Là, ça semble un peu plus complexe quand même. C'est un peu plus brouillon. Ouais, exactement, c'est ça. Tu sens que c'est aussi... il y a moins de production. On voit que le matériel est un peu plus light. Bon, après, on est sur une boîte qui est plus modeste aussi. C'est ça, qui est moins cher. Voilà, on n'est pas sur... Ouais, exactement. Parce que je crois que Scarface, c'était pas loin du 100 balles. Là, c'est du 46 €. Donc, voilà. Donc si vous voulez un jeu de mafia, on va dire, à un prix plus raisonnable que Scarface 1920, eh bien, allez voir la page de Omerta The Five Families. On est à 208 contributeurs, il reste là encore 15 jours. Deuxième nouveauté de la semaine, alors là on change complètement d'époque et de région. On revient en Europe durant le 1er siècle après Jésus-Christ, donc aux alentours de 830. Là on va vous faire réouvrir vos livres d'histoire. On est juste après le règne de Charlemagne, qui est quand même l'un des fondateurs du royaume de France. Eh bien, Charlemagne est mort, le fils de Charlemagne a pris la suite, mais l'empire est un peu en train de se disloquer parce qu'il y a notamment une famine épouvantable, et donc les petits-fils de Charlemagne commencent à se taper dessus pour essayer de choper les restes de l'empire de Papy. Ça s'appelle Carolingie, c'est un jeu allemand, ça se voit un petit peu, parce que c'est quand même assez austère, c'est pas super excitant visuellement. Légèrement. Voilà. Mais il y a un gros travail historique. Gros travail historique, ils ont même fait un petit livret qui explique tout le contexte historique et comment ils ont adapté ce contexte historique à la mécanique. Par exemple, vous allez tirer les actions du jeu dans un petit sac au hasard, ce qui symbolise le chaos de l'époque. Cette action que vous allez piocher, vous allez la mettre sur une des 4 saisons, c'est divisé en saisons, et donc vous allez programmer vos actions. Donc c'est un jeu de programmation, évidemment de prise de territoire, bien sûr, mais il va falloir réfléchir plusieurs tours à l'avance pour pas vous emmêler les pinceaux dans vos actions. Donc voilà, c'est un peu prise de tête comme jeu, faut aimer. Faut être un peu calculateur, mais en tout cas, je trouve que le contexte historique est assez original. Et voilà, il y a une vraie réflexion par rapport à l'histoire, sur la mécanique du jeu. Après, le jeu, visuellement, il n'est pas très excitant. On peut pas le défendre là-dessus. C'est à l'allemande. Voilà, c'est ça. Bon, pour l'instant, il a 90 contributeurs, il reste à 18 jours. Bon. Ok, allez, on revient aux 3 premiers de la semaine, avec en 3e position, le retour de Votes for Women, le second printing de Votes for Women. Donc il nous explique que le jeu a été un énorme succès, qu'il était plus trouvable, et donc ils ont décidé de faire un reprint, une réimpression. Il en est déjà à 67 000 €, 755 contributeurs, et il est là encore 15 jours. Alors, Votes for Women, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est un jeu autour du combat des suffragettes, comme on appelait ça, à la fin du 19e siècle, enfin même jusque le premier quart du 20e siècle, pour que les femmes puissent aller voter. Et oui. Donc voilà, ça retrace, c'est un petit peu comme Carolingie, c'est très sérieux sur l'histoire, sur les faits historiques d'époque. Il y a même tout un tas de matériel dans le jeu qui ne servent pas pour le gameplay, mais qui sont juste là pour les documents historiques, où il y a des reproductions de tracts, d'appels à des réunions,
enfin tout un tas de choses comme ça. Je trouve que c'est une super belle idée. Mais le jeu est bien fait. Moi, il me rappelait un peu ce qu'ils avaient pu faire sur Watergate, tu sais, Ouais, où tu pouvais jouer soit le camp de Nixon, soit le camp ouais, des journalistes. Bah là, c'est un peu la même vibe, c'est-à-dire que c'est un plateau qui est relativement sobre, ouais. avec beaucoup de cartes. Sur les cartes, il y a beaucoup de texte, à la fois du texte de contexte, mais aussi du texte bah, pour les actions. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont prévu le jeu vraiment sous 3 formes, parce que ça peut jouer soit en 1 contre 1, l'un qui joue les suffragettes et l'autre qui joue leurs opposants, soit en coopératif, où vous allez tous les deux jouer avec les suffragettes contre des opposants plus agressifs, ou alors en mode solo. Voilà, donc le jeu il se joue de différentes manières, Mm. et j'avoue que je trouve ça super bien, parce que au-delà de ça, ça t'explique vraiment comment se passe la modification d'une constitution, en fait. Et oui. Bon, là, on est sur le territoire américain, mais ça montre à quel point, en fait, ça a été un combat de chaque instant, et que finalement, bah, ça nous rappelle aussi à quel point c'est très très récent, en fait. Ouais. Historiquement, ça met une petite claque, et je trouve que le sujet a l'air vraiment intéressant, ça a l'air très bien mené. J'aurais bien aimé une VF pour ce projet-là, par contre. Bah qui sait, qui sait. Mais en tout cas, voilà, le concept, c'est évidemment, vous allez avoir un camp des suffragettes, les activistes qui vont essayer de faire passer une loi pour que le vote, pour que les femmes puissent voter. Et vous avez le camp en face qui va essayer de les en empêcher, bien sûr. Et il va falloir arracher la victoire État par État hein, pour enfin mettre, je crois que c'est 6 marqueurs de succès au Congrès américain en 6 tours afin de gagner. Et donc vous allez piocher, vous avez des cartes objectifs, vous allez pouvoir acheter des cartes d'action ou des bonus grâce. Alors c'est pas vraiment de la monnaie, ça ressemble à des badges, tu sais, des badges un peu politiques qu'on met sur les manteaux, mais là, toujours d'époque, hein, toujours contextualisé dans l'époque. Donc ça sert de monnaie hein, et il devait y avoir une espèce d'enchère entre les deux joueurs pour avoir ces cartes qui donnent des bonus. Donc voilà, donc c'est on va dire un jeu de prise de territoire mais démocratique, hein, Ouais. pas belliqueux. Vraiment, vraiment intéressant ce genre de projet. Mm. Je trouve, enfin, bon, après, on va pas se mentir, je trouve que quand même, le jeu reste un prix d'entrée que je trouve assez Oui, cher. oui c'est Quand ça. même, par rapport au matériel. Je trouve aussi. Bon, je trouve que c'est un jeu qui aurait très bien pu se vendre à 30-40 euros. Ouais. Je trouve que la 75 sans frais de port, sans rien, je trouve que c'est. Ouais, Enfin, c'est un peu abusé. Ouais. Deuxième place, Explorers of Navoria. 67 000 euros, 1186 contributeurs et il est là pendant un mois. Donc, Explorers of Navoria, eh bien, ça va vous donner l'occasion eh bien, d'explorer un nouveau continent qui vient d'être découvert et vous allez envoyer vos explorateurs depuis vos villages pour installer des postes, oui, des avant-postes, des récupérer avant-postes, des voilà. éléments. Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir crafter des choses qui vont vous aider. Enfin, c'est quand même beaucoup de. Enfin, il y a quand même une composition un peu de cartes que vous allez prendre dans la main et c'est cumulé après avec du placement d'ouvriers. Là où c'est assez intéressant, c'est que vous allez piocher à chaque tour 2 jetons Ouais. que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de récupérer des cartes. Mais ensuite, ces jetons deviennent aussi en fait les ouvriers que vous allez venir placer sur le terrain. Donc voilà, il y a toujours ces côtés un peu de bluff où bah, des fois on va prendre un jeton, mais il y a peut-être le risque qu'il soit utilisé derrière par un autre joueur et qui pourrait le desservir. Donc il y a toujours cette espèce de réflexion en 2 temps, ce qui est plutôt intéressant. Sachant qu'il propose le jeu avec une extension, et cette extension elle a quand même pour volonté de rajouter 5 à 6 joueurs, modifier légèrement le plateau, le jeu solo, mais surtout de rajouter beaucoup plus d'asymétrie en fait dans le jeu. Ouais. Ce que je trouve être une pas trop mauvaise idée d'avoir un jeu de base qui permet vraiment d'expliquer les mécaniques au sens large, et puis ensuite entrer dans un truc asymétrique avec des modifications, etc. Et c'est ce qui permet de peut-être sortir le jeu un peu plus souvent qu'un Roots par exemple, où l'asymétrie rend le jeu extrêmement difficile à faire découvrir à de nouveaux joueurs en fait. Donc Alors, là, comme tu le dis, la hein, mécanique de base. Ouais. attention, le solo est avec l'extension, il n'est pas dans le jeu de Oui. base. Toujours pas de VO. Après, il y a, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a un va-et-vient entre les villes d'origine et le nouveau monde. C'est pas juste un prétexte, vous partez d'une ville et vous allez dans le nouveau continent. Non, vous allez faire des va-et-vient, c'est-à-dire que des actions dans votre ville d'origine va vous permettre de faire des actions dans le nouveau continent. Parce que vous avez besoin de ressources. Voilà, il va y avoir une petite gestion, un d'équilibre entre les deux parties du monde en fait. Tout cela, effectivement, tu parlais de Roots, hein, il y a un petit peu ce design hein, avec les animaux. Ouais. Bon, on l'a vu dans beaucoup Flamecraft aussi, hein, c'est très à la mode ce genre de design.
Mais bon, c'est pas désagréable, hein. C'est pas désagréable, mais ce qui est un peu dommage, c'est que là où Rhodes était très singulier dans sa proposition, aujourd'hui, en fait, ça devient un peu, enfin, ça devient un peu la norme, en fait. Ouais. Et c'est dommage d'avoir un peu perdu cette singularité, donc j'ai hâte de voir Ah oui. Si on copie toujours quel les bonnes sera idées. voilà, maintenant, quelle sera la nouvelle proposition qui va nous sortir des sentiers battus. Et enfin, premier de Kick Parade pour cette toute première semaine de 2024, eh bien, c'est du vintage. Ouais, et c'est Et ça se passe sur Monty. Backer Kit. Ouais, Hein, ça il va est pas là. être toutes les semaines que Backer Kit va être Non. premier de Kick Parade, je vous le dis. Hein. Donc c'est quoi, mon cher Swan? C'est Monty Python and the Holy Grail board game. Donc après le jeu de rôle, Qui était voilà un le jeu de carton. plateau. Carton, Ouais. le jeu de rôle. Ah ouais, le jeu de rôle, c'est un truc de fou. C'est un truc de Là, il en est à 130 000 dollars, bon, à peu près, Mm. un peu moins d'euros, mais bon, quasiment pareil. 2300 contributeurs et il est là pendant un mois. Ouais. Voilà. Donc, Bon. apparemment, ce sont pas les mêmes qu'on fait le jeu de rôle. Hein. Non, bon après tout est dans le nom, hein, donc il s'agit d'une adaptation du film culte hein, des Monty Python. Donc du coup vous allez incarner différents joueurs, vous allez vous balader sur un plateau avec les différents lieux que vous pouvez voir dans le film, et vous allez avoir à la fois des missions principales et secondaires qui vont se présenter sous forme de cartes, et il va falloir chercher à les accomplir pour en fait gagner un maximum de points. Vous allez avoir des conditions de se retrouver sur un lieu, de faire des affrontements. Les affrontements se basent sur les cartes que vous avez en main, vous allez devoir affronter les autres joueurs, sachant qu'à tout moment vous pouvez utiliser aussi une catapulte sur le bord du plateau pour éjecter un meeple de vache Bien et sûr, potentiellement ralentir vos personnages. c'était l'instrument obligatoire. Évidemment, voilà. Alors après, moi, ce que je regrette un peu, c'est que c'est vraiment moche, quoi. Il y a vintage et il y a moche, et là, je trouve que, Ouais. je veux dire, c'est pas comme si les Monty Python, ils avaient pas Terry Gilliam et que Terry Gilliam faisait des montages graphiques assez fabuleux. C'est pas hein, comme s'il avait fait des et- films moches non plus. Oui, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et là, vraiment, tu te dis, bon, t'as des cartes avec un vieux fond uni, Bah ouais, des des photos de captures, films. des photos de films. Ouais, les meeples, ils ont pas d'âme. Le plateau, on dirait qu'ils ont pris des photos du film et qu'ils ont redessiné par-dessus. Et puis, Ouais. puis voilà. Tu te dis, mais C'est pas Enfin, excitant. pour moi, je trouve. Ouais, non, mais je trouve ça assez aberrant de se dire s'il y avait bien un truc sur lequel c'était pas difficile de trouver du graphisme, c'était bien ça, quoi. Mmh. Enfin, c'est vraiment dommage. Et c'est con parce que le jeu a l'air bête comme il faut, en fait. Ouais. Et c'était parfait pour l'ambiance Bah, il faut que ça soit absurde, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'ils avaient bien réussi à symboliser toute cette absurdité. Je crois que tu as même la possibilité d'aller combattre Dieu, en fait, à la carte de Dieu qui est là présente pendant tout le truc. Puis si tu veux tenter de gagner la partie, tu peux tenter d'aller l'affronter. Enfin bref, c'est que des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment cool, mais pas dans ce style-là, quoi. Et du coup, je trouve que, bon, le jeu rencontre un certain succès, mais est-ce que certain succès vient pas, de la notoriété du film, et deux, de l'absence de concurrence absolue pendant cette semaine. C'est vraiment dommage qu'il se soit foiré sur un élément aussi essentiel que celui-ci. Bon, et bah écoute, c'est sur cette note un petit peu en bémol, on va dire, Mm. que voilà, qu'on a terminé déjà l'émission. Je crois que c'est le Kick Parade le plus court de l'univers. Cette année, sur le troll savant, bon déjà, on va vers les 4000 abonnés. C'est une bonne nouvelle. On va essayer, bien sûr, alors Kick Parade va continuer, on va essayer de faire un peu plus de... moi j'aimerais bien faire un peu plus de rapports de bataille, parce que moi j'aime bien les jeux de figurines. Donc il y en a un on prévoit déjà d'en faire un sur Shatterpoint, et sûrement une deuxième partie de Conquest, avec une armée plus conséquente, parce qu'on a reçu une armée. On a reçu aussi Rumble Slam, le jeu de catch, en figurine, qui est très rigolo. Donc voilà, on aimerait bien faire un peu plus de rapports de bataille. On va vous faire des premiers tours aussi, évidemment. Puis on a Fred qui continue en mode solo, sa nouvelle émission de jeux en solo. Il se cale pour l'instant, hein, et on est à sa 3e, donc c'est perfectible, bien sûr. Mais voilà, il va continuer cette année. Marvelous Marvel Champion, évidemment, hein, l'émission sur Marvel Champions, réalisée par Lignan, qui continue. Et puis, si vous voulez collaborer au Troll Savant, envoyez-nous un mail. Voilà, tout simplement, parce que nous, on est une chaîne collective. Donc si vous voulez faire une émission sur une chaîne YouTube, et que vous n'avez pas envie de créer une chaîne YouTube, parce que c'est chiant, eh bien, contactez-nous, la porte est ouverte. Merci Swan. Merci, ça nous fait plaisir de vous retrouver. Donc on espère vous retrouver toujours au moins aussi nombreux l'année prochaine, si ce n'est plus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Yes. Ciao, ciao.